sino-congolais aujourd'hui est une urgence, une grande urgence pour la République démocratique du Congo. Après la publication du rapport de l'IGF, nous avons compris ces grands déséquilibres. Il faudrait corriger les choses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit au cours du tout dernier Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, on en parle aujourd'hui avec un juriste, un expert dans le secteur juridique. Lui, c'est un habitué de cette émission. Il s'agit de Maître Georges Kapiamba, président de la CAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Avec lui, nous allons devoir analyser et décrypter certains points, toujours par rapport à ces rapports qui crée aujourd'hui beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, nous avons constaté sous la toile, comme sur certains médias, les fils égarés de la République qui cherchent aujourd'hui à torpiller les choses. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez et bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Maître Georges Kapiamba, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi, Aimé, pour cette invitation. Après la dernière émission que nous avons eue ensemble en Boujima et lors de notre enquête qui était conduite par moi-même pour voir ce qui s'est passé autour des ouvrages. Financé par le FPI. Financé par le FPI, exact, dans le cadre du programme de la lutte présidentielle de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ah, merci beaucoup, Monsieur Georges Kapiamba. Aujourd'hui, vous le savez, on en parle dans tous les salons. Le tout dernier rapport de l'IGF sur le contrat sino-congolais, il y en a qui accusent l'IGF d'orienter ce rapport d'un secteur politique, du côté politique, je voulais dire, mais le chef de l'État a martelé, a tapé la main sur la table pour dire qu'il faudrait revisiter ce contrat. D'entrée de jeu, Maître Georges Kapiamba, votre lecture. Alors, ma lecture se situe à deux niveaux. Premier niveau, c'est d'abord de mentionner, encore une fois, parce que nous l'avions déjà fait dans le cadre de la synergie des 4 organisations. Vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines que nos organisations, ACAJ, ASADO, l'ODEP, REGED, nous avions tenu une conférence de presse pour apporter tout notre soutien aux conclusions de l'inspection générale des finances en rapport avec ces contrats sino-congolais. Nous avions aussi à la même occasion appelé les plus hautes autorités de notre pays de prendre une décision rapidement devant au moins contribuer à la révisitation en mentionnant que si rien n'était fait, nos organisations allaient mobiliser des Congolais et des Congolaises pour que nous puissions traîner en justice les responsables ou les représentants de l'État du côté de la RDC parce qu'il s'était avéré que ces derniers n'avaient pas agi avec diligence voulue, mais c'était tous organisés pour plus travailler en fonction de leurs intérêts, intérêts égoïstes. Et c'est ce qui a fait que sur un programme qui devait faire bénéficier 10 ans après au moins des infrastructures d'une valeur de 3 milliards, nous nous sommes retrouvés selon les conclusions de l'IGF avec des infrastructures dont la valeur est évaluée à 828 millions et d'ailleurs là, l'IGF a émis ses réserves parce qu'il s'est avéré que la plupart de ces infrastructures étaient surfacturées. Et puis il y a d'autres même qui n'ont pas été construites. Voilà, d'autres qui sont données pour avoir été réalisées, mais qui matériellement ne le sont pas. Et donc, voilà, donc les chiffres de 828 millions n'est qu'à prendre avec pincette en attendant le travail de contre-vérification qui a été déjà amorcé à la suite de l'ouverture d'une action judiciaire par le parquet général de Kinshasa-Gombe. Donc, deuxième niveau, c'est de saluer la position que le président de la République vient de prendre à travers le Conseil des ministres d'hier. Oui. À cette occasion, il a
donné le ton pour dire, engager son cabinet et le gouvernement à prendre en urgence des mesures qui s'imposent pour que ces contrats puissent connaître son processus de révisitation de manière à rééquilibrer les choses, c'est-à-dire permettre à la partie congolaise de pouvoir récupérer ce qui ne lui a pas été donné jusqu'à ce jour, soit 10 ans après. Mais au niveau de la cage, au niveau de l'ODEP, Azado et la REGED, vous avez initié une proposition pour attaquer la partie congolaise. Aujourd'hui, il y a un dossier judiciaire qui a été ouvert. Vous êtes content? Vous allez appuyer, Tout à fait. Nous nous sommes félicités de cette promptitude avec laquelle le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a agi en ouvrant cette enquête. Et nous sommes derrière, nous appuyons cette enquête, nous la suivons, nous lui faisons savoir que les organisations de la société civile restent mobilisées et nous restons aussi disponibles pour livrer toute autre information dont son office aura besoin. Et donc, nous l'encourageons à rester ferme dans tout ce qui concerne les intérêts du peuple congolais, de la République. Et il faudrait finalement que ceux qui ont eu à s'aventurer dans le cadre de ces contrats, en donnant plus de chance à l'autre partie, c'est-à-dire à la partie du groupe de sociétés chinoises, au préjudice des intérêts de la République, puissent être tous identifiés et amenés devant les juges pour qu'ils répondent surtout des actes de surfacturation qui sont des actes extrêmement graves, des actes d'indignité, de traîtrise dans les chefs de ces Congolais qui ont travaillé soit au niveau de la CGT, qui était l'agence déléguée pour suivre la mise en œuvre de ces infrastructures et s'assurer que tout était fait en respectant les cahiers des charges, soit au niveau du service qui assumait la coordination qui était placée sous l'autorité du Premier ministre qui n'a rien fait, dont les membres n'ont passé tout leur temps qu'à s'aménager pratiquement leurs propres intérêts. Selon vous, Maître Georges Kapiamba, vous êtes président de la CAGE, Association congolaise pour l'accès à la justice. Ça fait des années, depuis que je vous connais, vous militez pour une justice équitable parmi les Congolais. Est-ce que votre lecture personnellement, en tant que président de la CAGE, aujourd'hui, il y a deux voies. Il y a des gens qui disent que ces rapports n'est pas fondé. Il y a des gens qui appuient le rapport de l'IGF. Alors, mais selon vous, j'aimerais avoir votre lecture personnellement. Est-ce que ce rapport, sur le plan de la forme, sur le plan du fond, le contenu de ces rapports, il est fondé, les rapports du l'IGF? Alors, ce rapport est totalement fondé, d'ailleurs, sur le plan de la forme. La question principale, c'était de savoir si l'IGF était habilitée ou compétente pour mener ces enquêtes et déboucher sur ce genre de conclusions, mais surtout assurer une diffusion au bénéfice du public. Sur ce plan-là, nous confirmons qu'au regard des textes en vigueur qui organisent ces services, l'inspection générale des finances est effectivement compétente pour mener des enquêtes sur ce genre de projets, d'autant plus qu'il s'agit de projets qui portent sur des biens de l'État et qui engagent l'État et pour lesquels aussi l'État a eu à débourser ses ressources financières. Et de deux, en ce qui concerne les moyens ou la compétence personnelle des agents de l'inspection générale des finances, nous avons vérifié, nous nous sommes rendus compte que l'inspection générale des finances, à travers son chef de service, a utilisé, M. Gilles Alinguet a eu à utiliser toutes les ressources humaines nécessaires, y compris les ingénieurs de construction et tous les autres qui ont eu
à faire des vérifications techniques approfondies pour s'assurer que les ouvrages qui sont donnés aujourd'hui, comme avoir coûté 888 millions, de dollars, oui, étaient d'une bonne qualité et que leur valeur correspondait ou correspondrait effectivement aux chiffres avancés. Et donc, sur ce point-là, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un rapport professionnel qui a connu la participation de toutes les ressources voulues, l'expertise que la République démocratique du regorge dans tous les secteurs. Mais il est accusé parfois, M. Jules Alinguet, parce que c'est de lui. Aujourd'hui, quand on parle de l'inspection générale des finances, il y a des gens qui voient quelqu'un qui travaille pour un camp politique. Le travail que l'IGF fait depuis qu'il est mis en place, à l'époque, ça existait, l'IGF. Bien sûr. Mais c'est plus pendant la période où Félix Tshisekedi prend le pouvoir qu'on comprend maintenant le rôle que l'IGF est en train de faire. Et comment trouvez-vous, dans l'ensemble, le travail? Parce qu'en dehors du rapport du contrat sino-congolais, il y a plusieurs rapports que l'IGF a publiés, parfois qui sont restés lettres mortes. Ouais. Alors, beaucoup de rapports, à notre connaissance, nous savons qu'il y en a plus de 200. Oui. Que ce service, cette institution de l'État de contrôle a eu déjà publié et que sur l'ensemble, la justice n'a pas suffisamment agi. Et sur ce point-là, nous restons profondément préoccupés par le manque d'engagement réel, sérieux, efficace dans les chefs des responsables de la justice. Et donc, quand ces rapports sont produits, publiés, communiqués auprès de nos parquets, peu sont ceux qui ont retenu l'attention de nos magistrats. Quelques-uns qui ont été aussi exploités ont connu un début d'enquête, ou soit une enquête menée de manière superficielle, de manière complaisante, pour assurer l'impunité à certains agents de l'État, à certains privés qui s'étaient organisés pour détourner l'argent de l'État, ce qui est malheureux. Et donc, cette question remet sur la table la responsabilité des magistrats, dans le sens où ils doivent savoir finalement pourquoi. S'activer. Pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils décidé de se faire engager au service de l'État et pourquoi ils n'arrivent pas à respecter leur propre serment qui dit clairement qu'ils s'engagent ou se sont engagés à servir loyalement l'État. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à enquêter sur base de rapports leur soumis par l'IGF avec efficacité, avec vigueur, avec espoir de faire condamner les auteurs et les complices des actes de corruption et de détournement des deniers publics, pour ainsi permettre à l'État de découvrir ce qui lui avait été volé, ils doivent savoir qu'ils se rendent tous traîtres, parce qu'on ne peut pas servir loyalement l'État lorsqu'on laisse passer ce genre de choses. Beaucoup de dossiers nous avons connus, et d'ailleurs les Congolais sont aujourd'hui déçus de cette action. C'est soit que ça s'est conclu par des classements sans suite, ou soit que ceux qui ont été brièvement interpellés et auditionnés, entendus, ont par la suite, ou arrêtés, ont par la suite obtenu, recouvré des libertés provisoires. Et ces dossiers sont restés aujourd'hui sans suite. Et donc l'action de la justice est fondamentalement négative. Ce n'est pas par hasard que du côté de la société civile, nous ne cessons d'appeler les plus hauts responsables de la justice d'agir assez, c'est-à-dire de frapper par des actions disciplinaires, des sanctions exemplaires contre ceux qui déçoivent les attentes du peuple congolais, mais aussi nous demandons à ce que ceux qui se sont davantage compromis puissent carrément être écartés de ce corps d'élite qui est appelé à soutenir l'action du président de la République dans la lutte contre la corruption. Donc là, si je comprends bien, l'IGF doit travailler
en synergie avec les institutions judiciaires. Non, mais l'IGF le fait déjà à notre connaissance. Vous savez que nous faisons partie des organisations qui soutenons, qui travaillons pour suivre de plus près la suite qui est donnée ou réservée aux enquêtes, aux conclusions de l'IGF. Nous savons qu'en dehors de la justice, nous avions constaté à un moment donné certains membres du gouvernement qui ont tenté de torpiller les conclusions des enquêtes de l'IGF, qui ont même résisté pour exécuter les recommandations ou certaines injonctions qui étaient prises à la suite de ces rapports au titre des mesures conservatoires à l'égard principalement de certains mandataires de l'État indélicats. Et donc, il faut comprendre que nous sommes dans un environnement où beaucoup de ces responsables de l'État ont fait de la corruption un fonds pour eux de survie, de reconstitution financière. Donc les gens se disent être représentants de l'État pour servir les intérêts de l'État, mais en réalité, ils sont en train de se servir les intérêts de leur propre ventre, le ventre des membres de leur famille biologique ou politique. Donc, ces gens doivent faire de manière systématique l'objet de dénonciations, mais aussi des sanctions. Parce que si aujourd'hui, plus de 60 ans après la République démocratique du Congo, pays immensement riche sur tous les plans, avec un peuple très pauvre. Avec un peuple très pauvre, avec un peuple aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a que 7% des Congolais sur plus de 100 millions qui ont accès à l'électricité, malgré tout ce que nous avons comme richesse dans ce secteur, c'est à cause de ces compatriotes qui passent tout leur temps, quand ils quittent leur maison, ils vont dans des bureaux de l'État, ils donnent l'impression d'y aller pour travailler pour l'intérêt général, mais ils y vont pour monter tout simplement des dossiers devant leur permettre de détourner l'argent de l'État, les biens de l'État et s'enrichir seul au détriment de l'État. Donc c'est comme ça que nous avons connu dans ce pays, malheureusement, des hommes forts avec un État faible. Les hommes riches des hommes riches, un État pauvre. Et donc ce paradigme doit être rapidement changé parce que nous ne pouvons pas continuer à offrir ce genre de spectacle à l'Afrique, mais aussi au monde. C'est presque tout le monde aujourd'hui qui ne cesse de se moquer de la République démocratique du Congo en disant mais c'est inimaginable d'avoir un pays aussi riche comme ça, avec une jeunesse aussi très très active, mais qui n'arrive pas à relever les défis de la lutte contre la pauvreté, du développement. C'est inacceptable. Merci beaucoup Georges Kapiamba. Nous avons fait un micro-baladaire. Nous avons fait parler aussi la rue pour essayer de voir comment est-ce que la population apprécie-t-elle le travail que l'Inspection générale des finances est en train de réaliser. Nous avons recueilli quelques avis que nous allons demander à la réalisation de nous proposer et puis on va se retrouver juste après pour poursuivre cette émission. Le travail que l'inspection générale de finances avec l'inspecteur Jules Alinguetti fait est formidable, dans le sens qu'aujourd'hui, avec la politique de redevabilité que nous avons aujourd'hui, nous permet de savoir qu'est-ce qui a été dépensé pour quel projet. Vous savez, l'État tire ses ressources du contribuable. Donc ce sont nos impôts, nos taxes, nos redevances qu'on met à la disposition de l'État pour l'utilité publique. Et nous avons besoin de cette redevabilité pour savoir combien est-ce qui a été dépensé pour les écoles de nos enfants, les hôpitaux et pour aider que le pays se développe. Le pays ne peut pas se développer si on gère sans contrôle. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons soutenir l'inspection générale de finances. Na biso to uti musika mingi esengele te contrôler ezala po to mona lolenge nini ete mboka tina kotambola IGF on est qui résister depuis longtemps
mais au moins était tant aussi quoi s'il n'a quoi en application nango ndesi aussi na quoi basi quoi bipai nini oete babavire s'il na kozala to kosenga na justice ya justice mona molenga kosala musala nango papa Gilles Lingeti aza kosala musala malamu pote mboka tango bale kosala mboka ezo kotambola ceux qui contrôlent les athées inutile bolo bakeno gestion za malamu. Maître Georges Kapiamba, vous venez de suivre ces réactions que nous avons ramassées par-ci par-là à Kinshasa. Votre lecture par rapport à ces réactions? Non, c'est très intéressant comme réaction de la part de mes compatriotes au sujet de l'importance et du professionnalisme qu'ils essayent de démontrer par rapport au rapport et au travail de l'IGF qui est sous la houlette de l'inspecteur général M. Gilles Lingeti, et aussi les demandes incessantes de ses compatriotes en ce qui concerne l'action de la justice. Parce que tout le monde ne jure que sur la sanction judiciaire contre ces hommes et ces femmes qui ont trahi l'État congolais dans le cadre de l'exécution de ces contrats. Parce que les rapports démontrent que 10 ans après, l'État congolais a totalement perdu. L'État congolais n'a pas gagné ce qui lui était dû. C'est par contre sa partenaire, la partie des entreprises chinoises regroupées au sein de la SICOMIN, qui ont tiré beaucoup de dividendes. Et c'est inacceptable parce que lorsque nous prenons ces mines qui ont été données pour servir à l'exploitation en vue de permettre à la société de rembourser les prêts, mais aussi permettre à l'État congolais d'être suffisamment couvert par rapport au coût des infrastructures et qu'aujourd'hui l'État congolais se retrouve totalement perdante, ça doit nous révolter. Nous devons nous indigner face à ce genre de comportement de la part de nos compatriotes qui, pour la plupart, ont passé tout leur temps à rechercher seulement leurs propres biens. Et donc, je les soutiens en ce qu'il faudrait que la justice agisse, que tous ceux qui se sont enrichis de manière ostentatoire par les jeux de la corruption, détournement, de montage quelconque, que ce soit ceux qui ont travaillé, les anciens de la CGT ou les anciens du service qui devaient assurer la coordination et qui devaient veiller à ce que toutes les obligations de la partie des sociétés chinoises au bénéfice de l'État congolais soient exécutées fidèlement, que ces personnes soient tous identifiées, interpellées et doivent être traînées devant la justice pour répondre de leurs responsabilités. En tout cas, merci. Quelle est la place, Georges Kapiamba, des infrastructures aujourd'hui dans les droits de l'homme? Alors, il faut que les gens sachent que les infrastructures, c'est-à-dire la mise en œuvre des infrastructures, fait partie des obligations qui incombent à l'État en ce qui concerne la jouissance des droits économiques et sociaux. Ce sont les infrastructures qui permettent aux citoyens de pouvoir avoir au moins des espaces nécessaires pour leur déplacement, par exemple, pour jouir de la liberté de mouvement. Parce que lorsque il y a des infrastructures, des transports qui sont aménagés suivant les standards modernes, les gens peuvent se déplacer en toute sécurité et en toute dignité. Les gens peuvent facilement entreprendre aussi d'autres activités et ainsi combattre la pauvreté. Mais lorsque ces infrastructures n'existent pas, les gens vont être condamnés à vivre dans le dénuement total. Et donc, s'il n'y a pas d'infrastructure moderne, les gens ne peuvent pas jouir de leurs droits sociaux et économiques. Donc, c'est fondamentalement important et l'État a l'obligation de trouver toutes les modalités possibles pour
assurer la construction ou la réhabilitation des infrastructures. Je termine par exemple, les infrastructures éducatives. S'il n'y a pas d'école aménagée suivant les standards modernes, nos enfants ne pourront pas jouir de leur droit à l'éducation. L'éducation efficace. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que jouir du droit à l'éducation, c'est envoyer les enfants dans n'importe quelle infrastructure, même dans une école construite en chaume, comme nous en avons encore aujourd'hui, sans fenêtres, sans bancs. Ça, ce n'est pas une infrastructure qui peut permettre aux enfants de jouir de ces droits. Jouir des droits aux soins médicaux, c'est avoir des hôpitaux avec infrastructures hospitalières modernes qui permettent à toutes les catégories de notre population d'avoir accès aux soins médicaux de qualité, mais aussi à un coût pouvant permettre à chacun qui en a besoin de pouvoir y accéder. Donc voilà pourquoi nous mettons un accent sur les infrastructures qui sont des outils importants pour l'amélioration du bien-être de la population. Ok, Maître Georges Kapiamba, il y a un projet très important que le président de la République a lancé, c'est le projet du président, le PEDEL 145 territoires. Là d'ailleurs, je profite pour féliciter le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a permis aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, où on en est, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, mais grâce à son innovation, grâce à l'innovation du ministre Mouyaya, aujourd'hui avec des briefings, avec le nouveau narratif de la redevabilité, nous avons pu comprendre, il a réuni tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui exécutent ces travaux, et à partir de ces briefings, qui est le meilleur des briefings depuis que l'année 2023 a débuté, on a compris aujourd'hui que la première phase des travaux des PEDEL 145 territoires est arrivé à 81%. Aujourd'hui, ces travaux vont donner à l'arrière-pays des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, des routes, des dessertes agricoles. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ces programmes PEDEL 145 territoires? Le programme, le PEDEL 145 territoires est un des programmes que nous saluons parce qu'il va contribuer, comme vous l'avez décrit aussi, à faire sortir nos populations des milieux ruraux, principalement des territoires, de l'enclavement, mais ces infrastructures vont contribuer à l'amélioration de leur vécu quotidien. C'est des personnes, pour la plupart, des enfants, des adultes, pour la plupart qui ne connaissent pas ce que c'est, par exemple, une télévision. Ils sont nombreux dans beaucoup de territoires. C'est anormal. Il faudrait qu'on rétablisse aussi par la construction de ces infrastructures l'autorité de l'État. Parce qu'on va quand même, pour cette fois-ci, construire des bureaux de l'État qui vont symboliser l'autorité de l'État. L'État, à travers l'administrateur des territoires, l'administrateur adjoint et tous les autres services de l'État qui doivent être là pour prendre en charge les problèmes de la population. Et il va y avoir aussi la construction, nous avons suivi l'autre fois la présentation, des hôpitaux. Il va y avoir des salles pour les divertissements, oui, des salles de réunion, des réunions et pour toutes sortes aussi de manifestations dans ces milieux. Bref, il faut qu'on arrive à mettre fin à cette inégalité ou à ces inégalités qui existent entre milieux ruraux. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où nous avons une sorte de Congolais d'en haut et de Congolais d'en bas. Ce n'est pas normal. Et quand on va construire aussi des écoles modernes, on va construire des infrastructures d'adduction d'eau et plus tard permettre à ses compatriotes d'avoir aussi accès à l'électricité, c'est l'accomplissement de la mission du devoir de l'État à donner ses moyens à toute la population pour que la population vive comme des êtres humains. Parce que la vie qui est menée aujourd'hui dans ces milieux
c'est vraiment une vie qui n'est pas comparable avec la vie d'une personne humaine. Mais de deux, je voudrais tout simplement ajouter que tout en saluant l'action du ministre des Communications avec son collègue, nous l'avons suivi, cette redevabilité avec les représentants des agences d'exécution, c'est que nous nous demandons maintenant aux Congolaises et aux Congolais qui sont les bénéficiaires de ces infrastructures, de s'organiser à travers les différentes associations et organisations de base. Pour faire quoi? Pour faire le monitoring. Ils doivent savoir que ces infrastructures constituent leur patrimoine. Okay. Et qu'il leur revient à eux d'exiger, de demander auprès des agences ou des sociétés prestataires le plan ou tout ce qui est prévu pour être construit. Et ils doivent aussi suivre ça à la loupe. Ils doivent devenir aussi exigeants parce que les droits n'est droit que lorsqu'on est d'abord soi-même conscientisé, on sait que c'est mon droit d'exiger ça, mais qu'on sait aussi les revendiquer. Et de deux, il faudrait que nous établissions, ça c'est le travail que nous sommes en train de faire, d'établir les canaux de communication entre ces organisations locales et nos organisations au niveau provincial, au niveau national, pour aussi faire notre propre monitoring. Ainsi, même les sociétés ou les entreprises prestataires vont se sentir surveillées. C'est de cette manière-là que nous pourrons prévenir à l'occasion de l'exécution de ces travaux ou de ces programmes importants, prévenir des actes de corruption, de détournement. Donc voilà le travail que nous entendons faire et nous encourageons aussi les médias, les journalistes, les médias indépendants, les médias d'investigation. Pour accompagner ces projets, c'est de cette manière-là que nous pourrons bien l'accompagner. Pas penser l'accompagner seulement, aller participer au point de presse quand c'est organisé à Kinshasa, mais c'est de nous organiser aussi, faire des descentes sur terrain. Le ministre Mouyaya nous a promis, il a bien dit au cours de c'est une très bonne chose. Que dans les jours à venir, on va voir, c'était un briefing illustré, le meilleur des briefings depuis que l'année a commencé. Exact. Il a promis qu'il y aura vraiment une forte communication. Exact. On a demandé même à ces agences de mettre le moyen. Voilà. Il est en train de voir avec le ministre des Finances, le ministre Nicolas Kazadi, comment cela va se faire sous la bénédiction du Premier ministre. Et dans le cadre de la bonne gouvernance, de l'obligation de redevabilité, je mentionne pour dire que l'État a l'obligation de faciliter aux médias, aux journalistes, aux organisations de la société civile d'avoir accès à toutes sortes d'informations liées à ces programmes, mais aussi aller même jusque sur le terrain pour vérifier la matérialité de tous ces ouvrages en fonction des informations qui sont données déjà ici à Kinshasa. Voilà ce qui doit être fait parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que la tâche de contrôle revient seulement au président de la République. C'est à nous tous, c'est à nous la responsabilité à la fois de nous assurer que ce qui nous a été promis, ce qui est annoncé dans ces programmes, est effectivement fait sur terrain, mais aussi prendre des dispositions pour protéger. Il ne faudrait plus qu'il y ait des gens qui, lorsqu'il y a moindre manifestation, marchent, ils vont considérer les cibles, vous êtes mécontents, vous considérez que votre première cible à vandaliser, ce sont ces infrastructures de l'État. Allez détruire les routes, allez vous attaquer par exemple aux véhicules qui servent de transport des personnes et de leurs biens, ou des bureaux qui servent des lieux de travail pour l'administrateur des territoires. Donc, bref, il faudrait que nous puissions aussi impulser cette éducation dans nos populations, dans nos jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays a connu un moment encore de choc qui nous suit jusqu'à aujourd'hui en termes de conséquences. Ce sont des pillages. Et donc, si nous ne nous approprions pas de ces biens-là, considérant que c'est notre patrimoine et nous devons les protéger, nous risquerons aujourd'hui d'en avoir, mais demain, par le comportement de certains inciviques, nous allons encore les perdre. Ça ne sera pas une bonne chose. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Cette émission est terminée en 1 minute. Ouais. Si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qu'il peut retenir par rapport
ce rapport de l'IGF, c'est notre sujet principal. Ce qu'il faut retenir, c'est que la société civile soutient le travail qui est abattu par l'IGF, le travail de contrôle, mais aussi de communication en ce qui concerne tous les rapports qui sont rendus. Nous l'encourageons, nous allons continuer à les soutenir et nous devons aussi les protéger. Lorsqu'ils font l'objet d'attaques qui sont des attaques injustes, nous devons prendre au moins part de leur défense. De deux, ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport a connu aujourd'hui le soutien de la plus haute autorité de notre pays, le président de la République. Le premier d'entre nous. Voilà, par le fait qu'il a annoncé lors du dernier conseil des ministres, il a donné des instructions pour que son cabinet ainsi que le gouvernement prennent des dispositions pour engager le processus de révisitation du contrat chinois dans le cadre de cette société si commune. Et enfin, nous devons tous nous mobiliser pour assurer la protection de tous les ouvrages qui sont donnés, qui nous sont donnés par notre gouvernement, par le pouvoir public, parce qu'il s'agit là de notre patrimoine commun. Merci beaucoup. Cette émission totalise 10 ans, Maître Georges Kapiamba. Vous êtes un habitué. Ouais. Vous passez régulièrement. Pendant ces 10 ans, nous vous avons reçu plusieurs fois. J'aimerais ici voir votre commentaire par rapport au travail que cette équipe devant vous est en train de réaliser. Depuis 10 ans, nous allons organiser une cérémonie le 27 mai au fleuve Congo. C'est déjà une invitation parce que tous les invités qui ont défilé sur ces plateaux sont invités, ils sont les bienvenus. J'aimerais que vous puissiez mettre un commentaire sur le travail que nous avons réalisé pendant tous ces 10 ans. Non, mais la première chose, c'est de vous féliciter parce que vous abattez un travail formidable. Vous êtes aujourd'hui un des acteurs indispensables dans la consolidation de la démocratie parce que par cet espace, ce que vous faites, vous permettez aux citoyens d'avoir une information authentique, vérifiée, et vous faites intervenir différents acteurs en les faisant parler, en les faisant au moins exprimer leur point de vue. Aujourd'hui, je suis de la société civile, mais je sais que par le passé, vous avez fait parler aussi des acteurs étatiques. Et donc, vous diversifiez vos invités pour ainsi contribuer à la consolidation de cette démocratie qui est recherchée chaque jour par les Congolais. Enfin, par cette émission, vous avez contribué à ce qu'on appelle la redevabilité parce que vous obligez les dirigeants. Je vois, vous avez fait parler plusieurs fois les responsables de l'OVD, de l'Office des routes. Vous les poussez à rendre compte de leur mission, de ce qu'ils font aux citoyens congolais. Et donc, vous êtes un acteur important dans l'accomplissement de la démocratie et de l'état de droit. Et je vous en félicite davantage. Bonne chance et bonne continuité à cette émission. C'est vrai, on me voit moi, mais il y a une équipe qui est forte devant moi. Bien et sûr. Qui fait, c'est vrai, on les voit au générique final, quand ça défile. Non, mais sincères félicitations parce que comme vous l'avez mentionné, vous êtes aujourd'hui toute une institution à la fois publique, mais aussi sociale. Oui. Sociale, mais vous accomplissez la mission de l'intérêt général. Et grâce à toutes ces personnes, cette émission permet aux Congolais de savoir ce qui se passe dans leur pays. C'est déjà une bonne chose. Chapeau bas à eux tous. Parce que comme j'ai mentionné l'importance de cette émission, pour vous permettre, vous, ainsi que l'ensemble de ceux qui vous apportent leur connaissance, leur expertise, il vous faut des moyens. Nous savons qu'il vous faut des moyens et pour cela, nous ne pouvons que lancer un appel à l'endroit de toutes les autorités, toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté, ceux qui veulent que la démocratie se consolide effectivement dans notre pays à travers ce genre d'émissions, puissent vous apporter toutes leurs contributions sous diverses formes, pour que cette émission réalise encore d'ici là quelques années, continue à nous donner l'information dont nous avons besoin sur
la construction et la gestion de nos infrastructures. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. C'était un plaisir. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à l'actualité de la reconstruction, l'actualité du développement à Kinshasa comme dans le Congo profond sous la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un grand souci de doter des infrastructures, des bases et des qualités. Vous avez vu le programme PEDEL 145 territoires. On se retrouve au prochain numéro, restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise et suivez et resuivez cette émission sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Félicitations et merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bonne vous chance. Vous êtes invité bien le sûr. 27 mai Très 2023 au fleuve Congo. Nous serons là avec, oui. avec notre petit cadeau. Oui, non pas petit, c'est grand.